Les gros bidous, coucou. Moi, je fais l'intro de ma vidéo à la fin de ma vidéo, juste parce que je crois que mon intro, elle ressemble à rien. J'ai cru que j'allais filmer un truc où j'allais parler comme ça en 10 minutes de mes dernières lectures et pouvoir mettre ça à la fin de ma vidéo précédente. Mais nenni, j'ai parlé pendant des heures de mes dernières lectures. Et donc, parmi les vlogs, bilan du mois, lecture pratique, etc. et visite musée, tout ça, on a ici la vidéo qui rassemble les 3 derniers mois, disons. Grosso modo. L'été. Et le début de l'automne, sur le sujet de mes lectures. Bon, il y en a dont je vous avais déjà parlé avant, je ne reparle pas ici, des visites et tout ça. Et j'ai cru que j'allais aussi faire ça en faisant des cartons avec mes bouquins. Puis je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire deux choses en même temps. Donc, voilà le contexte de ce qui commence maintenant. Que j'ai envie de caser mon truc sur les bouquins, parce que sinon je ne vais pas en parler et je lis des trucs qui sont vraiment bien. Et j'ai juste envie de vous dire, hey, je lis des trucs, j'ai lu des trucs qui étaient vraiment cool. Voilà, sans trop de critiques, parce que sinon c'est pas possible. Et aussi parce que beaucoup c'est des trucs qui parlent du handicap avec des personnes qui sont des malades chroniques ou des personnes en vie. Et donc c'est une perspective qui me tient à cœur depuis fort longtemps aussi, parce que je suis concernée. Et donc qui est intégrée, qui est tissée, qui s'en mêle à toutes mes vidéos, que je ramène plus frontalement à certains moments. C'est rarement écrit en gros dans le titre. Cette vidéo va parler de la question du handicap, mais c'est généralement toujours là, surtout avec quelque chose de critique sur le validisme et l'handiphobie dans nos milieux ésotériques, et de manière plus large, et aussi par rapport aux questions de féminisme et d'écologie, parce que c'est pas toujours en reste. Et je lis notamment des choses sur la question de la guérison par la nature, du remède par la nature. Comment on appelle ça? Cure. La cure, c'est la guérison, quoi. Je sais pas comment on appelle ça en français. La nature sur prescription médicale. Comme... Si vous avez suivi une de mes vidéos, je me suis pris la tête lors d'une conférence sur ce sujet-là. Et sujet que je sais déjà critiqué par les personnes handies, mais j'ai eu l'occasion de lire des choses vraiment très intéressantes, parce que avant, je dois avouer que les questions écologiques n'étaient pas forcément à l'avant-plan de préoccupation. C'est triste à dire, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui est devenu plus important ces dernières années. Et donc j'ai mieux réfléchi et vécu l'articulation entre ces différentes questions. Genre conscientiser mon vécu de l'articulation et comment je suis partie prenante en fait dans l'entrelacement, l'imbrication de ces... yes, whatever. On y va, on continue. Non mais attends, t'as tout là. Ouais. J'ai clairement bugué dans ma tête quand j'ai cru que j'allais être capable de faire deux choses en même temps. Là, dans l'immédiat, je vais juste mettre de côté les livres qu'on doit les rendre à la bibliothèque. Il y a les bouquins d'histoire locale que certains j'ai pu parcourir et presque clôturer et d'autres pas. Sinon, j'avais repris celui-ci. Bon, je vous disais dans la vidéo de juin... Ce serait bien si je le montrais à l'endroit. Il y a des choses que j'aime bien, d'autres moins, mais globalement, je suis quand même pas convaincue sur l'approche de l'auteur. Mais franchement, ça a été un plaisir de le reprendre. Et la première partie, on a des chapitres thématiques. Et particulièrement dédicace à Nina Descosines qui m'a laissé un commentaire pour savoir ce que j'en pensais. Nina, je te dirais, d'abord prends-le à la Bible pour te faire une idée de ce que ça vaut. On dit Bible en néerlandais en raccourci. Et puis tu verras. Donc on avait quelque chose sur la dimension sacrée de la nature, la christianisation des croyances païennes. Puis on avait un chapitre sur l'origine païenne des noms de nos jours et de nos mois. Ouais, carrément, un chapitre là-dessus. Un autre sur l'animisme dans la culture populaire européenne. Un autre sur les arbres et les plantes dans les croyances populaires. Un autre sur la mythologie et l'importance symbolique des arbres. Un autre sur la guérison populaire, donc en particulier les plantes, mais pas que. Là, je vois qu'il y a un truc, kikkers inslicken. Je sais pas ce que ça veut dire inslicken comme verbe là maintenant tout de suite, mais les kikkers, c'est les grenouilles. Kruipen onder een dolmen, ramper sous un dolmen. Donc on voit que c'est pas limité aux herbes, mais après je vois j'ai la mandragore par exemple, etc. Je ne veux pas me outer comme quelqu'un qui ne connaît pas les kreeft, c'est quoi? J'ai déjà oublié, j'ai lu tout un truc là-dessus. Ah, c'est la même page que Mandragore, Alruin, pour votre bonne information. Puis on a la roue de l'année de Jaarkrans. Et là, c'est événement par événement sur la roue de l'année. Il y a des moments où il y a moins, il y a d'autres où on a vraiment tous les jours saints. Hein, par exemple, je sais pas moi, Sainte Brigide, Brigida, Bridget de Kildare, donc
Brigide. On a Maria Lichtmis, la chandeleur de Marie. La présentation du Seigneur au temple et Zuivering van Maria of Vrouwendag, le jour des femmes ou la purification de Marie, ça existe. Donc le 2 février, puis après on a Saint-Blaise, Sainte-Agathe, Sainte-Apollonia, Saint-Valentin, et puis Vastenavond. Ah, et ça tombe juste avant Aswoensdag, le mercredi des cendres. Donc ça veut dire que c'est quoi? Je pense que c'est le premier dimanche du carême, mais du coup je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire le soir du carême? Et il n'y a rien sur le mardi gras, c'est ça, ou ils ont mis ça ailleurs? Voilà, je ne me souviens pas. Là, dans cette partie, j'ai pas tout lu, j'ai pioché, mais j'ai trouvé ça intéressant de reprendre et de repiocher. Par exemple, ici, entre le 15 août et tout ce qui est lié à l'Assomption à Marie, etc. Après, on n'a plus rien, on a un bon jusqu'au 29 septembre à Saint-Michel. Et puis, on n'a plus rien jusqu'à la Toussaint et la fête des morts. Et puis après, du coup, ça s'enchaîne parce qu'on a beaucoup. On a Saint-Hubert, Saint-Martin, Sainte-Catherine, Saint-André, Saint-Éloi, dans nos stars locales aussi, Barbara, un peu. Anyway, et ben finalement, c'était bien. Hein. J'aimerais vraiment bien en avoir une copie pour référence chez moi. Et dans la même logique, mais attention, parce que c'est publié par Davidsons, c'est publié par la KU Leuven. Et la KUL, à l'Université catholique de Leuven. Chez nous, les historiens et les gens qui travaillent dans le domaine des études de genre, on les considère souvent comme des gens un peu réactionnaires. Enfin, genre, on a beaucoup d'exemples. Vraiment, au niveau institutionnel, c'est une université qui est très, très, très réactionnaire et encore très catholique. D'ailleurs, notre non-ami, notre ennemi juré, le pape est en Belgique ces jours-ci et va visiter la KU Leuven et son équivalent francophone, le CL. Et donc, on a les saints, les lieux sacrés, les sanctuaires, les traditions en Flandre. C'est la version printemps et été, et il y a une version sur les 2 autres saisons. Et alors, bon, ok, donc on est d'accord, c'est les cathos, c'est les folkloristes catholiques, mais ceci dit, ça c'est vraiment pas mal. Bon, c'est la Flandre, mais pour l'instant je vis en Flandre, alors ça va. Il y a d'autres choses qui valent aussi pour la Wallonie, et bah, par exemple Hayden, c'est le truc sur le paganisme, là, je n'ai même pas traduit le titre. Ça s'appelait païen, hein, les usages, les traditions, coutumes populaires d'aujourd'hui qui ont des traces pré-chrétiennes. Et donc ici, pour le coup, on cherche des choses chrétiennes, mais on va toujours faire le lien avec ce qui peut préexister quand même. Donc là, l'autre était basé sur les Pays-Bas au sens large, pas juste le pays des Pays-Bas, mais les Pays-Bas au sens plus historique, donc les méridionaux, c'est nous, la Flandre et la Wallonie. Je pense qu'il y a aussi une partie du Benelux, parfois il y a des références aussi un peu à l'Allemagne. C'était quand même assez intéressant sur certaines choses que j'ai retrouvées ici, notamment sur le culte marial et ce qu'on peut retrouver de traces pré-chrétiennes dans le culte marial, et notamment à l'Assomption, on fait bénir des plantes, et quelles sont les plantes du coup qu'on utilise pour protéger les maisons via l'intervention de Marie, et c'était probablement les pouvoirs de ces plantes auparavant pour que l'Église trouve que c'était quand même de bon ton de s'occuper de la Tanésie, de l'armoise. J'ai trouvé ça dans les deux. Et dans un peu les lieux communs qu'on trouve dans les bouquins sur cette période de l'année, par exemple la Lamas, l'Unasa ou quoi, au niveau de la sphère ésotérique, les milieux païens et tout, on trouve moins ce genre de choses, on trouve plus des généralités un peu issues de la Wicca ou anglo-américanisées, et donc je trouvais ça vraiment chouette, aussi dans la pratique. J'ai pas une pratique de sorcière au sens strict, je fais de la magie ou quoi, mais une pratique de sens, je m'intéresse à tout ça, et de temps en temps j'intègre ça, et j'ai trouvé ça vraiment top de pouvoir aller trouver quand même des informations, donc j'ai trouvé ça très bien, mais aussi parce qu'on avait calendrier des saints et les traditions en Flandre, Paasgebruiken, les coutumes liées à Pâques, j'imagine. Les grottes de Lourdes, ça c'est un truc, je trouve ça fascinant, moi, l'apparition des grottes de Lourdes. Je n'ai pas encore lu cette partie, ou alors j'ai été faire plic-ploc. Les fêtes de Marie, donc l'Assomption, etc. Donc on a tout un truc sur les traditions mariales qui correspond quand même à ce qui m'intéresse pour l'instant. Les processions, la culture des processions en Flandre, typologie et histoire beknopt, raccourcie, abrégée, courte. Alors là, franchement, j'ai lu
Genre le truc peut-être sur les fêtes mariales. Mais pour le reste, j'ai plus été plic-ploc chercher des informations. Les miracles de Renaissance, ça c'était assez fabuleux les parties que j'ai été lire. Parce que j'ai plutôt été chercher ce qui était lié aux endroits où je suis. Mais c'était vraiment fabuleux sur les pèlerinages qu'on faisait pour faire renaître les bébés et tout. C'était fabuleux. Et ça, il y avait des renaissances qu'on n'explique pas par la science, mais qui ont été reconnues par le clergé, ou pas, parce que du coup, ça explique aussi les moments où le clergé a fait c'est un peu embarrassant hein, avec la Renaissance, le cartésianisme, gna, gna, gna. Et donc, cette fois-ci, à ce moment-là, le catholicisme ou le christianisme était plus intéressé par le fait de se réapproprier les cultures païennes pour intégrer les gens, mais il fallait s'en distancier, bref. C'était super, j'avais aucune idée de ces trucs. Vraiment hyper intéressant. J'observerai plus les ex-voto liés aux miracles et tout ça maintenant dans les petites chapelles parce qu'il y a un truc assez fascinant là. Les miracles, là c'est lié aux Pays-Bas, donc ça j'ai pas du tout regardé. Schutersgilden. Et c'est quoi? C'est les albalestriers, c'est ça? Les guildes, les corporations d'albalestriers, c'est ça ou... Là, ça m'a l'air bizarre. Je vais regarder s'il y a des illustrations qui permettent de savoir. Ah, les albalestriers. C'est comme ça qu'on dit à Bruxelles, les albalestriers. La fille n'est clairement pas une médiéviste de formation. Hein. On n'arrive pas à... C'est pas ma période de... Albaletrier. Je sais pas. Liederen. C'est quoi? C'est des chansons du coup? Les chansons des saints? Ah, continuité et discontinuité dans la culture des fêtes, des festives, des célébrations, festculture. Fest. Je ne crois pas qu'on traduirait littéralement fête si on disait ça en français. Et si Sinterklaas était Wodan ou Odin, quoi, à quel point les fêtes et les traditions chrétiennes sont celtes ou germaniques. Ça, c'est aussi intéressant parce qu'il y a un truc, encore une fois, influencé par le Royaume-Uni actuel, notamment, puis peut-être aussi l'existence encore à l'heure actuelle de culture celte en Bretagne, en France, où souvent on dit « Ah, c'est celte, c'est celte ». Ouais, mais on a quand même eu des influences germaniques, puis voilà, et aussi on est quand même ici sur une certaine frontière, bon, pas ici où je suis, mais je veux dire sur l'ensemble de la Belgique, le Limès de la Gaule romaine, et donc parfois on dit ah ça c'est celte dans les trucs un peu ésotériques païens et tout, néo-païens, sorcières, et je suis genre il faut que je comprenne, ça me paraît toujours un peu étrange, où on n'en avait plus, on a les traditions islamistes aussi, donc l'islam en France aujourd'hui, en Flandre. C'est très bien de la part de la KU Leuven, parce que c'est pas leur spécialité, quand ils étudient les religions, ils vont dire le catholicisme, éventuellement le protestantisme quand ça les arrange. Donc voilà, mais j'ai pas du tout regardé cette partie, donc je peux pas garantir qu'en fait ils fassent du bon travail. Vous voyez, ces trucs-là pour moi ils sont utiles quand j'essaie de comprendre dans mes régions par rapport à l'histoire de mes ancêtres potentiellement, mais simplement du territoire, des gens qui ont vécu ici, comment je fais la différence entre les recherches des historiens et historiennes sur mon territoire, et aussi pas juste des historiens et historiennes, mais aussi des personnes qui s'intéressent aux traditions populaires, au folklore et aux coutumes populaires et à l'art populaire et aux cultures populaires. Et parfois, on a quand même vraiment toujours les mêmes conneries qui sont répétées sans être questionnées dans les trucs qui sont plutôt ésotériques. Et je dis pas que j'arrive à faire une synthèse qui me paraît amplement satisfaisante et que je trouve que c'est un travail facile ni rien, mais aussi parce que j'ai étudié l'histoire à l'époque, il y a fort longtemps, je suis quand même intéressée par le fait de... Bah, en fait, j'ai lu des bases hein, sur la roue de l'année païenne et tout, j'ai lu ça à plein de moments, quoi, pendant des années. Et là, ça, ce qui m'intéresse plus, c'est quand même ce genre de choses. J'ai déjà des centres de docu où je vais aller passer du temps, je le sais, quand mon cerveau sera dans autre chose, et peut-être j'aurai les cuillères, notamment au musée du folklore et des imaginaires, qui était quand même une des recommandations de musée que j'aurais eu envie de faire et que je referai probablement à un moment où je reparlerai des musées. Mais probablement j'en avais déjà parlé parce que j'y suis allée 2 fois au cours des 2 derniers mois. La blute ne me fait pas peur comme ça. Il y avait du bruit dehors et t'as miaulé en même temps et j'ai cru qu'il y avait un fantôme qui était là. Tu fais la grosse pièce que t'as eu peur aussi. T'as eu peur. Tu sors d'où toi? Tu sors de ton placard. Tu étais bien tranquille dans ton placard, t'as entendu du bruit, tu t'es dit miaou, je veux venir voir Katou. Et puis t'as eu peur aussi. Là, oh, t'as le poil tout hérissé quand même, toi t'as eu peur. C'est le fait que j'ai eu peur qui t'a fait peur. Non, non, écoute les bruits dehors.
Donc je disais que la dernière fois que je suis allée au musée des imaginaires et du folklore à Tournai, j'ai eu le temps de me pencher sur certains des bouquins d'histoire locale qui étaient là, notamment sur les villages spécifiques d'où viennent certaines branches de ma famille. Même dans les archives visuelles, quoi, par exemple, certaines branches de ma famille, on a des gros fermiers, blablabla. On voit les gens qui travaillaient dans leurs champs, hein. Genre sur l'exploitation de qui ces riches fermiers font-ils leur fortune, hein? Bon, c'est pas moi qui envoie la couleur, bah, clairement, sinon je ne serais pas en train de vivre avec toi dans une habitation temporaire précaire, elle est en train de bouger le truc. Ça va tomber dessus. Ah, t'étais dedans! Mais elle est pas montée cette caisse! Yes, le musée du folklore et des imaginaires. Au niveau pédagogique, au niveau de la didactique, c'est quand même vraiment dommage d'avoir remis à neuf ce musée qui ne ressemble à rien à ce qu'il était quand j'étais enfant et que j'y étais allée. Même si on a gardé, et ça c'est un truc bien qu'on fait à Tournai, on garde des vitrines dans leur jus pour montrer aussi comment on faisait ce genre de musée à l'époque. Ça, en termes de muséographie, muséologie, c'est très intéressant. Mais c'est vraiment, vraiment dommage qu'il faut être passionné par le sujet pour s'y retrouver. Je pense que c'est toujours ce genre de musée où, bon, on n'a pas d'audio guide, on n'a pas de panneau, on vous laisse vous débrouiller. Après, les personnes dans le musée sont très sympathiques si vous avez des questions. Mais on met certainement plus d'argent dans le fait d'organiser des visites scolaires et tout ça, et probablement c'est légitime parce que il n'y a jamais des milliers de visiteurs et visiteuses quand je suis dans ces musées. Mais par rapport aux collections, c'est vraiment très intéressant. Sur plusieurs étages, j'ai une passion pour les cartes, alors j'aime bien la maquette, de tourner la copie de la maquette du tournai réalisé par Louis XIV et toute la partie sur les cartes. J'adore les parties sur l'art religieuse. J'ai aussi eu l'occasion de voir dans la crypte Saint-Martin en dessous de la maison communale de Tournai les collections des arts décoratifs. Donc la porcelaine de Tournai, on va en trouver un petit peu moins au musée du folklore et des imaginaires, mais ceci dit, c'est quand même assez intéressant aussi. J'ai pas re-regardé cette partie cette fois-ci, parce que moi je fais les musées en plusieurs fois, parce que j'ai un CED, hein, c'est pas comme si je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est dans ces musées-là. Donc je ne peux pas passer les 5-6 heures qui sont nécessaires pour que je fasse ce genre de musée qui n'est pourtant pas si grand, et la plupart des gens font certainement le tour en 1 heure et demie, en une fois, donc je le fais en plusieurs fois. Je fais ça. Allez, la partie sur les mariages... la boîte où on déposait les enfants abandonnés, et les traditions aux funéraires et sur les communions et tout ça, c'est quand même vraiment chouette aussi. Ouais, bref, il y a d'autres choses que j'ai pas refait cette fois-ci, du coup je vais pas m'avancer sur ces sujets. Mon cerveau est en train de repartir sur le fait que le musée de l'archéologie est fermé à Tournai et que j'espère qu'à un moment on va trouver un endroit et une façon de valoriser ces collections qui sont aussi intéressantes. Mais dans mes plans prochains, j'irai voir le musée de l'archéologie, le musée gallo-romain, je crois, à Ath. Et alors, si à un moment quelqu'un veut m'y conduire en voiture, j'aimerais bien aller revoir l'archéosite, ça s'appelle plus comme ça à l'heure actuelle, je crois, d'Opchy, aussi dans le coin. Je dois faire des choix, donc j'ai pas fait énormément de musées ces derniers temps, mais je dois faire des choix dans ce dont je parle. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y avait une collection là où j'irai voir pas mal de choses. Et alors j'ai fait aussi quand même, parce que vous savez que l'hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines est vraiment un des musées que j'adore. Et donc j'y suis retournée régulièrement. Le musée me passe, c'est gratuit, c'est cool, j'adore aller dans le jardin des simples, je prends l'audio guide et à la limite je réécoute ce que j'ai déjà entendu sur certaines plantes, mais ça permet de faire rentrer la matière.
Et j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence sur les herbes de sorcière, suivie d'une visite guidée dans le jardin des Simples. Et pour moi, c'est un peu terrain miné, quoi, parce que qu'est-ce qu'on... herbe de sorcière, enfin, on navigue des trucs assez différents, quoi, parce que qu'est-ce qu'une sorcière? Et du coup, ok, on fait un truc sur les procès de sorcellerie à Lessines, et en même temps, enfin, il y a un amalgame, quoi, certain qui se fait entre la figure de la sorcière, la sorcellerie, telle qu'elle est vraiment pratiquée, toutes les personnes qui prennent soin des gens et qui ont des connaissances sur les plantes, etc., qui probablement pour 99,9% d'entre elles ne se seraient jamais dit sorcier-sorcière, et puis les personnes qu'on a, alors, en grande majorité des femmes, qu'on a tuées parce qu'on les a accusées de sorcellerie, et qui, pour aucune, probablement, ou peut-être 0,00001% auraient pu dire qu'elles étaient des sorciers-sorcières, quoi. C'est un terrain miné, et ceci dit, c'était vraiment super intéressant parce que justement, les amalgames n'étaient pas faits, c'était assez fluide au niveau de l'exposé, au niveau de la visite et tout ça. Sur les plantes, on était plutôt sur les plantes poison, ce qui est très intéressant. Ceci dit, du coup, c'est un domaine sur lequel moi, j'ai pas appris grand-chose, parce qu'à chaque fois que je vais dans ce genre de choses, j'écoute tous les trucs sur les plantes poison, je les lis et tout ça. Je suis déjà un peu au niveau théorique, je connais des choses sur le sujet, j'ai pas de connaissances approfondies de relationner avec des plantes poison. Mais c'est super intéressant sur les procès de sorcellerie à Lessines et spécifiquement à Lessines, j'allais dire et dans la région, mais pas du tout, parce que par contre ça m'intéresserait aussi, parce que donc les folkloristes de la région aiment bien glamouriser les féminicides des sorcières et faire du tourisme sur le féminicide. Je ne nomme personne, elles. C'est un peu moins à la mode qu'avant, et on est plus sur le fait que c'est des régions qui sont très rurales, et donc on a conservé beaucoup de traditions, et notamment il y a pas mal de choses sur l'histoire des plantes médicinales. Ok, bah finalement, qu'est-ce que je suis en train de faire? La vidéo que je prévoyais faire pour vous parler des visites. J'ai fait une visite avec Delphine, une de mes amies Delphine, il y a beaucoup de Delphine autour de moi, et Rose, organisée par les guides nature des pays des collines, qui a lieu tous les ans à La Hamed, qui est un village qui a une place particulière dans mon cœur pour des raisons ancestrales. Et il faut choisir son groupe de façon intelligente, je vous le dis, mais au final c'était vraiment assez intéressant. C'est dommage que tout ce qu'organisent les guides nature des pays des collines est rarement très accessible pour les personnes qui ne sont pas motorisées. Donc on transmet des savoirs populaires d'une façon, à mon sens, élitiste. Alors vous allez me dire que les gens qui vivent vraiment à la Hamed, si tu n'as pas de bagnole, tu ne fais rien à la Hamed. Ça, on est d'accord. Hein, mais il y avait les gens qui revenaient de toute la Wallonie-Picarde, hein, là-bas, pas juste de la Hamed. Hein, donc voilà quoi. Heureusement que Delphine était là pour venir nous chercher à la gare en voiture. Anyway, profitez pour aller revoir quelques chapelles du coin. Bon, pas revoir, voir une nouvelle chapelle. Mais j'ai déjà fait des promenades autour des chapelles du coin et c'est quand même vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'il y a une belle pas ou bien il y a l'effacement des traditions populaires et des arbres miraculeux, etc. n'a pas eu lieu très longtemps. Il y a quand même déjà une réhabilitation qui se fait de certaines traditions. Et donc ça a perduré jusque facilement dans le XVIIIe siècle. Je ne sais plus dans quel sens je partais, mais donc c'est assez intéressant à suivre si vous êtes dans la région ou si vous êtes de passage dans la région, de suivre ce que font les guides nature du Pays des Collines. Je n'ai pas suivi d'autres activités, mais là spécifiquement, leur promenade annuelle, début juillet, à la Hamed, c'est top. L'écomusée de la Hamed, je vous en ai déjà parlé ou pas? J'étais retournée là l'année passée. C'est ouvert qu'en semaine parce que c'est essentiellement aussi un musée qui s'adresse au public scolaire. Et bah c'est quand même pas mal aussi au fait. Mais je vous en ai probablement déjà parlé depuis. Il fait sombre. Est-ce que j'allumerai la lumière?
ou est-ce qu'on attend la drache? On va attendre la drache. Donc, je vous ai montré quelques bouquins là, après des trucs spécifiques sur la ville. Je me garde ça pour le moment. Donc les autres bouquins dont je voulais parler, les visites, on verra de quoi je vous parlerai un jour, quand. Mais là, d'un coup, sans que ce soit prévu, j'ai parlé de pas mal de choses. Les autres bouquins sont en audiobook sur mon téléphone. Et donc, je vais intégrer les images et puis les références sont en dessous. Je vous dis, quand je vous parle de choses qui sont traduites en français, là, je vous ai montré des trucs en néerlandais qui ne sont pas traduits en français. Maintenant, je vais vous parler de trucs en anglais. Alors, lire en néerlandais, c'est pas mon domaine, hein. Ça reste très difficile pour moi. Bon, en anglais, ça j'ai l'habitude et c'est ce que je préfère faire, c'est ce qui me calme, etc., etc. Après, comme vous savez, je ne fais pas juste la promotion des livres, mais j'essaie de vous ramener aussi des idées qui sont dans ces bouquins. Je vous ai déjà parlé de ça quand je vous parlais de mes carnets et tout ça. C'est là que je note ce que je lis. De temps en temps, j'ai mes phases. En ce moment, ça m'aide parce que j'aime bien voir comment j'avance. Il y a pas mal de choses dont je vous ai déjà parlé que j'ai jamais terminé, en fait. Je vois ça directement en ouvrant ça. Je vous avais parlé dans le bilan du mois de juillet de Clark Strand et Perdita Finn, The Way of the Rose, sur le rosaire et la dévotion mariale en dehors de tout catholicisme, qui était vraiment très intéressant. J'ai écouté un autre bouquin de l'auteur de Clark Strand, là, Waking Up to the Dark, et Secret of the Black Madonna, ou un truc comme ça. C'est un peu attrape-clic comme titre, parce que c'était intéressant, mais c'est plus sur la notion de temps et ses apparitions mariales qui virent quand même au côté un peu creepy, chelou. C'est cringy. Donc c'est intéressant. Aussi, c'est des thématiques qui sont devenues plus mainstream probablement depuis la parution de l'ouvrage vers 2015-2016. Sur le temps, le sommeil coupé, le fait de se réveiller pendant la nuit, tout ce genre de choses. On a eu l'occasion de voir des choses depuis lors là-dessus, notamment si je ne me trompe pas sur France Culture. Donc c'était moins novateur, je pense. On continue. J'ai voulu lire If Women Rose Rooted de Sharon Blackie, Si les femmes s'élevaient enracinées. C'est traduit en français pour le coup celui-là, je pense. Mais je ne sais plus comment s'appelle le titre en français. Il y aura le nom en dessous ou bien je vais l'intégrer dans la vidéo. J'avais un peu l'espoir que c'était pas hyper jungien, essentialiste et tout. Mais j'étais déjà allée à un webinaire d'elle sur les contes de fées et j'avais quand même déjà trouvé ça hétéronormé et essentialiste et binaire à souhait, même si c'est une personne qui a une volonté, enfin qui parle vraiment de sa position et tout, enfin qui est ouverte en fait. Néanmoins. Mais ça n'empêche pas sa perspective et comment elle la défend d'être assez excluante en réalité. Et donc, j'ai voulu donner une chance à cet ouvrage. Parfois, je me dis, voilà, ce truc de... en français, on dirait le féminin sacré, bon, qui est vraiment pas quelque chose qui me parle du tout. Je crois que si vous suivez cette chaîne, vous le savez. Mais donner une chance à un peu cette mouvance-là. C'est un peu du Clarissa Pinkola Estés, femme qui court avec les loups et tout ça, mais version, je sais pas, version celte, comme ça. J'ai vraiment du mal. Et parfois, je me dis, allez, j'y retourne. Parce que, par exemple, il y avait une partie sur les Selkies, c'était intéressant. C'est quand même un mythe intéressant. Tout comme Pinkola Estés sur les Selkies est très intéressante aussi. Mais après, on retombe super vite dans des trucs binaires, essentialistes. Donc, essentialisme, c'est... Souvent, ces gens disent, moi, on a tous une partie féminine et une partie masculine, donc tout est articulé sur cette binarité des genres, mais qu'on aurait tous. Mais en même temps, il y aurait quand même une essence de la femme, comme ça. C'est un peu l'éternel féminin, le féminin sacré, tout ça. La femme égale le féminin égale un truc assez essentiel. Et donc ça passe à côté de toute la construction sociale. Et souvent ça réifie parce qu'au final, en disant le lien, l'amour, le soin, la nature, c'est des choses féminines. Oui, effectivement, elles l'ont été, elles sont codées comme telles depuis très très longtemps. Et du coup, c'est intéressant de prendre ce point de vue comme une réalité qui n'est pas forcément essentielle aux femmes, qui ne peut pas sortir d'elles d'une façon écrite dans leur ADN ou un truc comme ça. Mais ça peut être intéressant de penser le féminin et le masculin comme des réalités sociales qui existent, qui font partie de notre façon de penser le monde en tant qu'humain, etc. Mais là, on arrive super vite dans le truc. En fait, c'est la réalité. Donc, évidemment, je pense pas que la femme, elle pense qu'elle est transphobe, cette meuf, Sharon Blackie. Mais en même temps, c'est tellement cis-centré et c'est assez excluant finalement par rapport aux personnes non-binaires, aux personnes trans, à ce qui fait femme, à ce qui fait mec, à ce qui fait aussi tout le reste. Et ouais, donc
pour moi, c'est essentialiste. Et j'ai cru que, comme la personne n'est pas antipathique, que j'arriverais quand même à trouver des choses intéressantes là-dedans. Et que peut-être je pouvais quand même trouver, je sais pas. Ben, j'ai toujours autant de mal, en fait. C'est pas faute d'essayer d'ouvrir l'esprit, quoi. Mais voilà. Et c'est aussi un peu tous les gens qui disent la déesse mère, l'espèce de matriarcat ou de matrilinéarité qui aurait préexisté dans la plupart des endroits, notamment chez les Celtes et tout, ou en tout cas plus d'égalité qui reste encore à prouver. C'est là que mon cerveau est en mode « Ah, Marie Gimbutas, le monomythe, Joseph Campbell, tous ces trucs qui sont plus ou moins problématiques. Le problème a érigé certaines théories qui peuvent être intéressantes au niveau littéraire, culturel ou dévotionnel comme des vérités historiques alors qu'elles ne le sont pas. Le problème à faire boubouin, elle a été cancel parce qu'elle était féministe, Marie Gimbutas, il y a 3000 ans, enfin il y a 30 ans, quoi, 20 ans. Alors, sans remettre en question en fait les failles de son raisonnement, tout ce genre de choses, mais c'est très passionnant, mais c'est un sujet déjà, je pense pas maîtriser et aussi qui a la capacité de me faire partir dans tous les sens et je vais rester concentrée sur ce que je suis en train de dire. Et donc, au lieu de vous parler d'un bouquin que j'ai du mal à lire, que peut-être j'essaierai de terminer un jour parce que j'ai quand même un intérêt pour le sujet et qu'en plus, dans le cadre de la plateforme Advaya à laquelle je suis abonnée et où il y a des webinaires qui sont très intéressants, je risque fort de suivre des cours sur ce type de sujet à l'époque où les femmes étaient le territoire. When women were the land, je pense que ça s'appelle un truc comme ça. Ça va s'intégrer là-dedans. Donc, ces trucs essentialistes est souvent super hétéro-cis-centré. Je vais y être confrontée et je dois essayer de ne pas m'énerver parce que il y a des choses qui m'intéressent vraiment là-dedans et donc de ne pas être braquée. Mais parfois, c'est difficile. Et du coup, ça m'a fait du bien après d'enchaîner sur... Est-ce que j'enchaînais directement là-dessus? Alors déjà, j'ai posé une question à Sharon Blackie dans un webinaire et elle m'a conseillé un ouvrage. Bon, elle m'a dit, je ne connais pas, mais on m'a dit qu'il y avait quelque chose qui allait sortir, qui a l'air bien. Ça s'appelle, je l'ai commencé, mais j'ai lu quelques chapitres, écouté, donc et j'ai arrêté, c'est Queer as Folklore. Queer as Folklore. D'un quelqu'un qui s'appelle, j'ai pas noté dans mon carnet, je ne sais pas. C'est assez intéressant parce qu'on parle du coup des cultures populaires aussi d'une façon moins... Ah, à l'époque, chez les Celtes, c'était différent. Et à la recherche d'une pureté d'un, c'était mieux avant. Et là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus éparpillé. On a des références de la culture pop, même du Disney, etc. Donc, par exemple, si on étudie les sirènes ou les personnes aquatiques, disons, on va avoir des références à Disney et au conte de la petite sirène d'Anderson, mais aussi à d'autres choses, et aussi à la figure plutôt homosexuelle de l'auteur. Et donc on est comme ça sur pas mal de choses qui nous emmènent dans plein d'endroits et de lieux, même si évidemment, et c'est aussi le cas chez Sharon Blackie, il y a vraiment une volonté de ne pas faire d'appropriation culturelle, de replacer leur contexte, de ne pas être universalisant, même si, comme je vous dis, Sharon Blackie, parfois j'ai un peu peur parce qu'on est quand même sur quelque chose d'un peu le féminin sacré, la déesse mère, la femme sauvage, qui a un potentiel à être englobant et à vouloir tout mettre sous la même casquette. Il y a plus de pincettes qui sont prises dans Queer as Folklore, mais ceci dit, la solution de... Oh, j'avais oublié que j'avais lu ce truc qui était trop bien. La solution de Sharon Blackie pour pas tomber là-dedans, c'est justement de parler de son côté celtique. Et maintenant, le problème, c'est que je pense qu'il y a vraiment une idéalisation sur quelque chose où finalement il y a assez peu de sources, qui est un peu tiré par les cheveux. Queer as Folklore, c'est un peu éparpillé, mais en même temps c'est toujours, c'est assez bien centré, c'est assez bien amené, c'est parler du point de vue d'homme blanc, occidental, gay, de l'auteur, et c'est vraiment assez intéressant. Donc ça c'était déjà une bonne continuité par rapport à ça, et aussi par rapport à certaines des questions que j'abordais précédemment. Ça aussi, c'est un bouquin qui a été traduit en français, mais finalement, j'ai des trucs traduits en français. Ça s'appelle Femina, A New History of the Middle Ages Through the Women Written Out of It. Et en français, ça s'appelle Les femmes remarquables du Moyen-Âge ou un truc comme ça. Donc, ce bouquin de vulgarisation, mais en même temps très pointu, et dans l'audiobook, ça, vraiment, j'apprécie grandement. Dans l'audiobook, tu as le PDF avec les notes en bas de page. Tout le monde devrait faire ça. Soit les gens lisent leurs notes en bas de page, soit ils nous donnent accès aux notes en bas de page. Parce que je n'aime pas la vulgarisation mal faite. Ou du coup, la vulgarisation qui n'est pas assez sourcée, qui ne permet pas aux gens d'aller chercher par eux-mêmes, de savoir où tu t'es renseigné, etc., de comparer tes sources, tes auteurs, les auteurs RIS que tu cites, etc., tes sources primaires, tes sources secondaires et tout ça, parce que souvent tu peux un peu raconter n'importe quoi. Et dans ce domaine,
c'est le cas. Mais donc, c'est hyper intéressant. Son point central, c'est quand même la Grande-Bretagne, parce que c'est une historienne de ces régions-là. Mais pour faire ce travail sur la place des femmes, qui sont quand même des femmes remarquables, pour la plupart, c'est des femmes de pouvoir assez exceptionnelles, parce que c'est la seule façon d'avoir des sources sur l'histoire des femmes, puisqu'elles ont tellement été invisibilisées, hein, c'est ça, c'est written out of it. En écrivant l'histoire, on a invisibilisé, on a barré, on a effacé les femmes. Et du coup, via ses recherches sur les femmes puissantes, elle peut déjà, pas forcément puissante, parce qu'elles-mêmes, dans leur position assez privilégiée dans la société, de souveraine, etc., elles ont encore été effacées de l'histoire. Mais ça nous permet d'élargir sur la position, la perception des femmes à telle époque, dans tel milieu, dans tel... Enfin, c'est hyper bien foutu, ça s'écoute comme un roman, c'est hyper agréable. Et en même temps, c'est pointu comme ouvrage de vulgarisation. Donc, tu peux avoir un master en histoire et apprendre plein de trucs. J'ai appris plein de trucs. Et tout comme tu peux juste être intéressé par le sujet, comme ci, comme ça, quoi, et tomber là-dessus, et à mon avis, être complètement happé par le truc. C'était trop bien. Big recommandation. Voilà, il y a un truc en français. Mais c'est vraiment, c'est comme c'est que des trucs trop bien, j'étais quand même un peu obligée de faire une vidéo à un moment. Mais ça, c'est un peu une parenthèse, parce qu'en vrai, je voulais vous dire, j'ai eu un problème avec If Women Rose Rooted, et en même temps, la personne suivante dont je vais vous parler d'ouvrage s'appelle Victoria Bennett. Cette écrivaine, elle a aussi un collectif de femmes autrices, en particulier sur la question nature et femmes, qui s'appelle Wild Women Press, et qui a vraiment une réflexion inclusive. Aussi, c'est de visibiliser le travail de femmes au sens large, évidemment, autrices qui s'intéressent aux questions écologiques, qui, pour la plupart, pour certaines d'entre elles, sont un peu sorcières comme elle, un peu herboristes. Et ses mémoires, c'est une personne qui a un CED, qui parle de son syndrome des lèvres dans l'os. Dans ce bouquin, mais ce sera encore plus le cas avec la personne d'après, a écrit des mémoires qui s'appellent All My Wild Mothers, toutes mes mères sauvages, Motherhood, la maternité, Loss, la perte, and an apothecary garden, et un jardin d'apothicaire. Oui, je voulais faire un lien avec le fait que j'ai probablement découvert toutes ces autrices avec un bouquin dont je vous ai déjà parlé avant, que je n'ai pas vraiment terminé, il me reste 2-3 chapitres parce que c'est des essais. Nature and Disability, quelque chose, Moving Mountains. Je vous remettrai le truc ici, j'ai juste la flemme d'aller chercher dans mon bureau. Donc bouger les montagnes, écrire la nature sous l'angle du handicap, quelque chose comme ça. Un recueil vraiment très très chouette qui m'a permis de découvrir des chouettes autrices. Avec aussi cette formidable condition du tissu conjonctif défaillant, qui est le syndrome des lèvres dans l'os. Et alors ça vraiment c'est un truc qui me fascine, parce que je vous parle parfois de Sophie Strand aussi comme autrice. Je trouve ça tellement intéressant que nous tous qui avons cette maladie du tissu conjonctif, ce décalage par rapport... Ouais, c'est super émouvant en fait à dire. J'ai des frissons. Ce décalage par rapport à la norme, mais il fait orageux, hein. Faut le savoir, on attend de l'orage. Alors peut-être j'ai des frissons, peut-être juste c'est l'électricité dans l'air. Eh ben justement, non mais c'est ça qui est intéressant. En fait, on a la peau plus fine, notamment, et donc on va plus vite sentir les décharges électriques et tout ça, parce que notre tissu conjonctif. Et donc, moi, je suis très sensible à l'humidité. Ça dépend, il n'y a pas un seul CED. Il y a plein déjà, c'est des personnes qui ont des CED hyper mobiles aussi, je pense. Il y a d'autres façons d'avoir des syndromes des lèvres dans l'os. Et puis, les manifestations vont être très, très différentes d'une personne à l'autre. Mais on a cette capacité notamment à être connecté avec la météo. Et d'ailleurs, dans le bouquin dont je viens de parler, Moving Mountains, il y a des essais qui sont regroupés sous le thème du temps, de weather, la météo, qui est super intéressant. Encore une fois, c'est pas pour dire « Ah, tu as cette maladie, donc tu vas être associé à la nature », même si la compréhension des liens entre nature et handicap est très intéressant, et aussi entre handicap et technologie, et comment on essaie toujours en tout cas de nous déshumaniser. Enfin, bon, bref, focus. Il y a quelque chose là qui résonne vraiment très très fort chez moi, mais je ne saurais même pas expliquer pourquoi. Ces mémoires, c'est vraiment chouette parce que, donc je reviens à Victoria Bennett et All My Wild Mothers. C'est chouette parce que c'est des chapitres qui sont courts. Donc déjà, en audio, mais probablement à l'écrit aussi, c'est agréable à écouter parce que tu peux reprendre à différents moments. Tu n'es pas obligé de te taper des chapitres qui font 1 heure, qui sont fatigants quand tu as des problèmes de concentration et tout ça. Mais aussi, c'est écrit d'une façon non linéaire, qui est très très agréable. Et c'est des mémoires qui parlent de son rapport à son jardin, qui parlent de son rapport à son fils,
qui parle de la mort de sa sœur et d'autres membres de sa famille après, la mort de sa sœur qui est survenue de façon inattendue pendant quelques mois avant la naissance de son fils, qu'elle a mis beaucoup de temps à voir. Et c'est une personne, je sais pas, il y a vraiment quelque chose, on passe du rire aux larmes tout le temps, mais en même temps, sur le rapport à la nature et au deuil, et je sais pas, c'est vraiment hyper poétique et en même temps tout dépend quoi. C'est pas fleuri comme langage. C'est pas trop fioriture, lyrique, gna gna. Oui, ça peut avoir son charme. Personnellement, je me trouve beaucoup trop lyrique tout le temps et je sais pas faire autrement. Mais justement, il y a une poésie de la simplicité. C'est magnifique. J'ai adoré. Je recommande chaleureusement ce bouquin à tout le monde. Comme j'ai avancé tellement vite dedans, j'ai aussi commencé en parallèle Queer as Folklore pour pouvoir être plus sur des essais d'une personne qui travaille dans le domaine des musées mais qui je pense n'est pas historien de formation. Donc on est aussi sur quelque chose qui est un peu à la croisée des mondes, ce qui est très chouette. Et puis j'ai commencé rapidement après, terminé depuis l'heure, Some of Us Just Fall, certains d'entre nous tombent, simplement. On Illness and Not Getting Better, de Polly Atkins, donc sur la maladie et le fait de ne pas aller mieux. Ça, c'est vraiment une thématique qui m'intéresse parce qu'on est vraiment dans une société où il faut qu'on guérisse, il faut qu'on aille mieux, il faut qu'on s'intègre, il faut qu'on devienne productif. Ah, mais nous ne le serons jamais parce qu'on a une maladie génétique et même pour plein d'autres raisons, ce concept est tellement problématique évidemment. Et on est encore dans des mémoires, on est encore dans un côté décortiqué. Là, on est dans une... Cette personne est prof et bon, avec son CED, elle n'enseigne pas beaucoup, mais elle a un doctorat en études littéraires, je pense, avec des éléments très liés à l'histoire et au paysage et aux questions écologiques et tout ça. Là, c'est beaucoup plus... Les mémoires sont comme vraiment liées à des essais sur la question de la médicalisation, de l'errance médicale avec un CED, qui peut parler et qui doit parler à tout le monde. Il ne faut pas avoir un CED pour que ça vous parle, il ne faut pas avoir une maladie chronique pour que ça vous parle. Je sais que la plupart des gens qui sont là ont aussi des maladies chroniques, et en fait, comme 30% de la population, mais... c'est vraiment, c'est tellement important. Bien sûr, je suis trop fatiguée maintenant pour vous expliquer pourquoi, mais j'ai trouvé ça vraiment bien. Et je lis sur le handicap depuis 12-13 ans, sur l'activisme handi, creep. J'ai lu quand même vraiment des choses qui étaient intéressantes. Ces dernières années, j'ai moins lu, mais ça m'a vraiment fait du bien. Sur les liens avec le territoire et avec la nature. C'est un peu plus, la langue est un peu plus complexe. J'ai mis du temps à m'habituer à l'accent de la personne, à l'écoute. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, après, j'ai trouvé ça très, très fluide. C'est vraiment excellent, vraiment, mais c'est à lire. Et du coup, j'ai eu envie de continuer sur quelque chose que je sais être moins de mon domaine, parce que c'est pas l'activisme handi, mais c'est aussi une personne qui est prof à l'UNIF sur les questions littérature, questions écologiques, écologie critique, etc. Elle s'appelle Samantha Watson et ça s'appelle The Nature Cure. Et ça a d'office un sous-titre et je sais plus quoi. Ça va apparaître à l'écran à la place de ma tête. Et c'est intéressant, mais du coup, on est beaucoup moins. Les deux autres personnes, on est sur un truc où la perspective est... la vision du monde de ces personnes, j'aurais envie de dire, est plutôt animiste. Ou en tout cas, elle est un peu païenne, elle est très... dans l'entremêlement, enfin, je sais pas comment expliquer, je suis trop fatiguée. Bon, ici, on est vraiment sur quelqu'un qui est athée et qui du coup va démystifier la guérison par la nature, hein, tous ces trucs vraiment horribles, et pour la nature, et pour les gens, et pour tout le monde. Mais en même temps, retrace les aspects historiques, hein, par exemple, des puits ou des sources sacrées, etc. Tout comme le fait d'ailleurs Polly Atkins. Atkins, il y a un T, hein. C'est super intéressant malgré tout. Et j'aime bien le côté recherche interdisciplinaire, en même temps faire un bouquin qui est quand même assez grand public. Moi je dirais que c'est quand même hyper grand public, enfin j'en sais rien en fait, parce que c'est des sujets sur lesquels je lis depuis longtemps. En même temps, je ne suis pas une académique. J'aime pas les trucs qui sont trop arides académiques, quoi. J'aime bien les trucs interdisciplinaires comme ça. C'est intéressant et la personne parle de... non, c'est pas mal, mais je vous en reparlerai peut-être quand j'ai lu davantage sur le sujet. Il pleut. Il pleut bien. J'ai mal. Je me rends pas compte depuis combien de temps je suis debout et je commence à avoir limite la tête qui... C'est parce que j'ai trop mobilisé
tous ces muscles-là pour me tenir droite. C'est très con. En fait, je tiens pas droite assise, mais debout. Mais du coup, j'étais appuyée un peu sur la table de temps en temps. Je me suis pas rendu compte de l'effort que je fournissais. Voilà. J'ai cru quand j'ai commencé à filmer cette vidéo que j'allais la mettre à la fin de la vidéo précédente sur le déménagement, mais clairement, ce sera ailleurs. Merci d'être là. Suite au prochain épisode, quand je referai surface après le déménagement, j'imagine. Je sais pas, j'ai envie de faire des vidéos en ce moment, alors on sait jamais, hein, franchement. Allez, bisous les gros bidous, j'espère que ces lectures vous auront inspiré. En fait, j'aimerais vous expliquer pourquoi c'est tellement important, dans ma perspective du tarot, la façon dont je tire les cartes, d'avoir des perspectives comme celle-là. Aussi parce que vraiment, il y a de l'andiphobie dans ces milieux, la haine des personnes malades, une espèce de truc du surhumain qui s'en sort mieux, tous des trucs comme ça hyper toxiques. Et parfois je fais les liens dans certaines vidéos, et si je voudrais vous expliquer pourquoi je parle pas juste de ça, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, je pense que ça parle de ça parce que c'est indispensable à tous les niveaux, et donc notamment transversal dans notre façon de tirer les cartes, ça peut nous apporter beaucoup, mais clairement ce ne sera pas aujourd'hui, je vais vous en parler, donc je vais vous dire à bientôt les gros bidous.